Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette cinquième conférence de ce cycle de conférences. On accueille aujourd'hui Dylan Simon qui va nous parler de Max Sor et un petit peu de la manière dont ce géographe qui a vu les deux siècles, le 19e et le 20e siècle, a pris en compte cet élément d'écologie humaine dans sa géographie. Et je vais peut-être te laisser te présenter, Dylan, rapidement, et puis enchaîner sur cette conférence. D'accord, merci et merci de votre invitation. Et désolé de ne pas être parmi vous ce soir, ce qui m'aurait fait un grand plaisir. Alors bon, rapidement, moi j'ai fait ma thèse de géographie à Paris 1, je l'ai soutenue en 2017. Et donc voilà, j'ai travaillé sur Max Sor et publié cette thèse aux éditions de la Sorbonne cette année. Donc, je vais rapidement vous faire une présentation sur justement un peu sur la perspective écologique dans sa géographie et en quoi Max Sor a travaillé en particulier sur cette perspective et en quoi il se distingue par cette perspective. Donc, je commencerai par un constat assez évident, à savoir que finalement la question environnementale est massivement présente dans les sciences humaines et sociales depuis une quinzaine d'années. C'est devenu une thématique vraiment travaillée par les sciences humaines et sociales et également par les études littéraires. Et à ce titre, certains parlent de la constitution d'un nouveau champ d'études, les humanités environnementales, qui interroge précisément cette frontière entre sciences sociales et sciences naturalistes ou sciences naturelles. Donc pourtant, il faut très vite nuancer ce constat, puisque s'il comporte une part de vérité, les sciences humaines n'ont pas attendu, évidemment, ces 15 ou 20 dernières années pour questionner les relations entre les sociétés et ce qu'on peut appeler la nature avec des guillemets. Finalement, cette constitution de ces sciences sociales sous le prisme écologique a été finalement peu interrogée, paradoxalement. Certes, des jalons ont été posés pour certaines sciences, notamment l'histoire de la sociologie ou l'histoire de l'anthropologie, et celles finalement qui a le plus travaillé cette question-là, où il y a eu le plus de travaux sur les relations de l'anthropologie ou de la sociologie à l'environnement. Il y a déjà eu certains jalons de posés pour l'histoire de la sociologie ou de l'anthropologie, mais l'histoire de la géographie a finalement été relativement peu interrogée dans cette perspective-là. Donc, moi, je voulais un peu réinterroger cette histoire de la géographie dans un prisme écologique. Alors, il y a évidemment Max Sor n'est pas le seul géographe à avoir investi cette question écologique. On peut penser évidemment, je reviendrai sur Alexander von Humboldt en Allemagne, également en France, Élisée Reclus ou Paul Vidal de Lablache. Donc il y a différents géographes, aux États-Unis également, Barrows, qui ont travaillé avec des finalités différentes et des manières de faire différentes ces questions écologiques. Moi, je vais me concentrer sur notamment Max Sor, mais je vais le réinscrire aussi dans cette tradition écologique, puisqu'il ne part évidemment pas de rien. Il s'inscrit, je vais y revenir par la suite un peu plus longuement, mais Max Sor s'inscrit dans une tradition écologique. Donc, notamment, voilà, par exemple, pour poser juste un ou deux points, on a dès le 19e siècle, avec Friedrich Ratzel en Allemagne, la constitution d'une biogéographie générale, c'est-à-dire en allemand d'une Allgemeine Biogeographie, qui en fait prend en compte la répartition et les relations réciproques entre les différents êtres vivants, donc dans son ouvrage Anthropogéographie. Et quelques années plus tard, au tout début du XXe siècle, Vidal de Lablache conçoit aussi une géographie de la vie dans laquelle il propose d'étudier finalement les différents vivants, végétaux, animaux et humains
sous cette même science, par cette même science de géographie de la vie. Donc, ce qui est intéressant déjà de noter, c'est que ces scientifiques, ces géographes, dès le 19e siècle ou le début du 20e siècle, finalement, pensent l'être humain comme une espèce vivante à part entière et ne pensent pas cette coupure entre l'humain et le naturel ou le végétal et l'animal. Alors, dans la géographie française, paradoxalement, par la suite, cette interpellation, c'est ce programme de recherche finalement de Ratzel ou de Vidal de Lablache a été peu travaillé et c'est surtout finalement et essentiellement Max Ohr qui l'a mis en pratique, qui a essayé de le conceptualiser. Et il faudra attendre finalement assez tardivement les années 1970 pour qu'on retrouve un retour à l'écologie, à des perspectives écologiques. Je pense notamment à Georges Bertrand, qui avait écrit l'introduction de l'histoire de la France rurale de Georges Duby et de cette histoire écologique de la France en 1975. Donc, quelques points pour situer Max Ohr. Déjà, alors quelques photos aussi pour voir simplement à quoi il ressemblait. Donc, on peut suivre l'évolution là, différentes périodes de sa vie. Rapidement, donc à gauche, Max Ohr à l'École normale supérieure de Saint-Cloud pendant la guerre, et puis par la suite jusque dans les années 1950 où il est professeur à la Sorbonne. Je vais rapidement retracer sa trajectoire rapidement pour le resituer, le recontextualiser, puisque tout le monde n'est pas familier de sa trajectoire et de sa pensée. Donc, premier point, la singularité d'un géographe et notamment la singularité d'une trajectoire, puisque ce qui est singulier, d'une part, à préciser, c'est quand même que Max Ohr est issu de l'ENS de Saint-Cloud, de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, mais qui à l'époque prépare à l'enseignement primaire, en fait, au professorat des écoles normales d'enseignement primaire. Donc, il arrive finalement à rentrer à l'université et à enseigner comme géographe, finalement, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque, puisque faut savoir que la filière primaire et le lycée étaient deux domaines, deux degrés très séparés, de filières très séparées entre le secondaire et le primaire. Donc, en cela, il a un parcours assez distinctif des autres géographes ou historiens de l'époque qui sont généralement passés par le lycée, par l'ENS de la rue d'Ulm et par l'agrégation. Voilà. Mais par la suite, sa trajectoire est assez traditionnelle, puisque je l'ai mis, il soutient sa thèse dont je vais reparler abondamment avec Paul Vidal de Lablache à la Sorbonne, donc les Pyrénées méditerranéennes, études de géographie biologique en 1913. Il fait un tour de France des universités comme vacataire, comme suppléant après la guerre, ou déjà pendant la guerre, entre 1917 et 1922, donc à Grenoble, Bordeaux et Strasbourg, et il revient à Bordeaux. Et enfin, il se stabilise en 1922 avec une longue période d'enseignement universitaire jusqu'en 1931 à Lille. Alors, son parcours est aussi particulier puisqu'il a entamé une carrière administrative comme recteur de 2 académies et surtout comme directeur de l'enseignement primaire en étant collaborateur donc du ministre, c'est la ministre de l'Éducation nationale Jean Zay à partir de 1937 jusqu'en 1940, et ses affinités donc avec sa collaboration aux réformes de Jean Zay, aux réformes du Front populaire, fait qu'il se trouve révoqué très très tôt par Vichy dès juillet 1940. Donc il retrouve un poste à la Sorbonne, mais Vichy, comme autre sanction, refuse de le nommer dans une chaire, et donc il doit attendre la libération de 1945 pour obtenir la chaire de géographie humaine de la Sorbonne. Et voilà, donc la période de la guerre est une période un peu disons, où il va travailler, mais plus d'isolement, une période assez particulière, où il faudra attendre la libération pour obtenir une vraie reconnaissance institutionnelle. Et enfin, il termine sa carrière donc, dans les années 1950 comme directeur du Centre d'études sociologiques, qui est ce qu'on a l'habitude de présenter comme le premier laboratoire de sociologie en France du CNRS, donc, en fait, qui est un laboratoire de sciences sociales où les grands noms des sciences sociales
de la fin des années 40 et des années 50 sont déjà présents, notamment en sociologie, donc Georges Gurvitch, Gabriel Lebras, Jean Stotzel prendra sa suite, Georges Friedman. Voilà rapidement pour sa trajectoire, je pourrais y revenir si besoin. Alors, c'est une trajectoire assez traditionnelle d'enseignant à l'université, d'abord en province, ensuite à la Sorbonne, une ascension assez traditionnelle. Avec certains échecs, puisqu'il échoue à rentrer au Collège de France. C'est Pierre Gouroux qui est élu à sa place en 1946, par exemple. Mais c'est une trajectoire relativement traditionnelle. Cette trajectoire, elle contraste néanmoins avec ces centres d'intérêt qui sont plutôt marginaux dans la communauté géographique de l'époque. Donc, je vais y revenir justement sur ces points-là. Dans sa pensée, dans ses écrits. Et avant de dire un mot sur ces textes et sur cette perspective écologique, je voudrais quand même le resituer aussi dans un moment écologique de la géographie française qu'on connaît qu'on connaît finalement assez mal aujourd'hui. On parle beaucoup, voilà, comme je le disais au début, des sciences humaines et de leur relation aux questions environnementales, à cette constitution d'un champ qui est les humanités environnementales. Mais finalement, la géographie a eu une période d'intérêt écologique très fort à la fin du 19e et au début du 20e siècle, entre les années, disons, 1890 et 1910. À la fois en Allemagne, donc je le disais, et aussi en France. Alors en France, dans certaines revues, par exemple, et notamment dans c'est la revue la plus importante de l'époque, les Annales de géographie, qui existe toujours. Donc on a des botanistes très célèbres de l'époque qui écrivent dans les Annales de géographie des textes importants. Donc des botanistes qui ne sont pas plus très forcément connus, mais Gaston Bonnier, par exemple, était très connu, Charles Flahault, Julien Constantin, le zoologiste Marcel Collery, et donc qui écrivent des textes d'écologie végétale pour les premiers, autour des années 1900, autour du tournant du siècle. Faut savoir quand même que ce sont des botanistes, des naturalistes qui ne sont pas des marginaux, qui occupent des positions, les principales positions institutionnelles en France, que ce soit au Muséum d'histoire naturelle, à la Sorbonne ou au Collège de France, et à l'Université de Montpellier, qui est aussi en pointe dans les sciences biologiques à l'époque. Donc, on a ces botanistes qui investissent des publications géographiques, également comme le bulletin de la Société languedocienne de géographie. Et pour les historiens de l'écologie, comme Pascal Accotte, ces botanistes écrivent dans ces revues notamment des textes très importants dans l'histoire de l'écologie. Il y a Jules Paviard et Josias Braun-Blanquet qui écrivent un célèbre texte dans ce bulletin de la Société languedocienne de géographie qui marquera longuement l'histoire de l'écologie végétale. Donc, on a un projet scientifique et intellectuel de la géographie et de l'écologie végétale qui se rejoint. Il y a une congruence, disons, un rapprochement entre ces deux sciences, entre la géographie et la botanique ou l'écologie végétale. Notamment, d'ailleurs, les botanistes, à l'époque, se dénomment au départ des phytogéographes, avant qu'un autre paradigme, la sociologie végétale, prenne le dessus dans les années 20. Ce qui est important donc pour nous, c'est de rappeler notamment que ces traités d'écologie végétale, par exemple des traités fondateurs de Warning et Schimper, vont être diffusés beaucoup par ces botanistes et vont être lus aussi par les géographes à travers ces écrits de botanistes dans les revues de géographie. Donc, les géographes, Ratzel par exemple, et surtout aussi Vidal de Lablache au départ, reçoivent cette écologie naturaliste comme un modèle pour la science géographique qui se constitue, qui s'institutionnalise à l'époque, et c'est une manière de légitimer la géographie humaine de l'époque au début du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que ça constitue un modèle, et notamment un modèle qui rompt avec une idée du partage dualiste entre nature et culture, puisque notamment Ratzel, par exemple, la biogéographie
général de Ratzel envisage une conception synthétique finalement du vivant et de la répartition des êtres naturels dans l'espace. C'est-à-dire que ce qu'il appelle l'anthropogéographie, c'est-à-dire la géographie de l'homme, finalement n'est qu'une branche, n'est qu'une partie d'une biogéographie générale qui étudierait de la même manière la géographie de l'homme, la géographie des plantes et la géographie des animaux. De la même manière, Vidal de Lablache, dans un texte programmatique en 1903, qui s'intitule « La géographie humaine, ses rapports avec la géographie de la vie », envisage justement le fait que la géographie humaine ne soit qu'une des branches de la géographie de la vie, comme la géographie zoologique ou la géographie biologique. Donc, on a finalement une construction de la géographie humaine par analogie avec les sciences naturelles et on a le refus de la coupure, au moins théorique, entre l'homme et la nature à cette époque, puisqu'on a un texte, alors, je crois que je vous l'ai mis, voilà, de Vidal en 1903, où il écrit « L'œuvre géographique de l'homme est essentiellement biologique dans ses procédés comme dans ses résultats. De vieilles habitudes de langage nous font souvent considérer la nature et l'homme comme deux termes opposés, deux adversaires en duel. L'homme, cependant, n'est pas comme un empire dans un empire, il fait partie de la création vivante, il en est le collaborateur le plus actif, il n'agit sur la nature qu'en elle et par elle. » Donc c'est un texte important, puisque voilà, c'est un texte programme qui ne sera pas suivi, finalement pas appliqué par les géographes qui viendront après lui, voilà, de Martonne ou de Mangeon par exemple, sauf par sort. Je vais y revenir. À noter que finalement, dans l'histoire de ces sciences, il faut noter que, par exemple, l'historien Lucien Febvre, dans son livre sur la géographie, la Terre et l'évolution humaine, en 1922, s'inspire de ce programme et reprend finalement aussi certaines idées esquissées par Vidal de Lablache, le fait que l'homme est dans la nature et non pas extérieur à elle. Alors Sor va justement s'inspirer de ce programme pour sa thèse et donc va développer une géographie biologique qui est l'équivalent de la géographie de la vie de Vidal de Lablache. Ce qui est intéressant de noter, donc, c'est que c'est une acception singulière. Hein. D'habitude, les géographes parlent plutôt de géographie botanique à l'époque. Et la géographie biologique est une expression assez peu usitée. Alors, qu'est-ce qu'entend Sor par géographie biologique? Parce qu'en fait, ce qu'entendait Vidal par géographie de la vie, c'est-à-dire que l'objectif de Sor, c'est justement de lier les disciplines qui ont trait à la géographie des formes de la vie. La géographie biologique est moins pour nous l'ensemble des disciplines relatives à la localisation des diverses formes de la vie que la connaissance de ces formes en tant qu'elles se déterminent mutuellement en un point donné de l'espace. Donc la géographie biologique est essentiellement finalement la géographie, une géographie écologique et cette conception des rapports entre l'homme et le milieu vivant, essentiellement végétal ici en 1913, et cette inclusion de l'homme dans le milieu vivant, donc toujours cette perspective écologique. Voilà, donc c'est une insistance sur l'expression forme de vie, par exemple, ou forme de la vie est importante, puisqu'elle, de la même manière, ne présuppose pas de coupure entre les réalités sociales et les réalités naturelles. Elle permet aussi, cette géographie biologique, ce point de vue, cette perspective écologique, de relativiser la place de l'homme et de le décentrer, puisqu'il n'occupe pas une place centrale en 1913 chez Vidal et chez Sor. Il n'a pas une place centrale dans l'environnement, dans le milieu, puisque finalement, chaque acteur écologique, que ce soit les végétaux, les animaux ou les humains, ont une place à part entière. Donc, c'est quelque chose d'important. Alors, il faut savoir que Sor a justement eu une formation, socialisation à l'écologie végétale à Montpellier avec le célèbre botaniste Charles Flahault. Donc, voilà, on a dans ses archives des dessins de plantes, des cours de Flahault à l'université. Donc, on a une circulation, une acculturation finalement aux sciences biologiques et botaniques, enfin aux sciences biologiques et notamment à l'écologie végétale. Ce qui est singulier aussi chez Sor, c'est donc l'ambition de construire une géographie écologique comparative. Alors, il faut savoir que les géographes
pendant très longtemps, dans toute la première moitié du XXe siècle et par la suite également, se sont inscrits souvent, enfin, pas systématiquement, mais généralement, dans une perspective de géographie régionale et ce qui les inscrivait dans une perspective idiosyncrasique, idiographique, c'est-à-dire ils cherchaient finalement à déterminer l'individualité d'une région, ce qui caractérisait une région, ce qui la singularisait par rapport à l'autre. Par exemple, Jules Sion, un géographe, va étudier la Normandie. L'objectif est de singulariser, notamment ce qui peut singulariser la Normandie. Voilà, je caricature un peu, mais c'était une perspective assez, finalement, qui cherchait à singulariser la région dans laquelle qu'ils étudiaient. Alors que finalement, le projet écologique que poursuit SOR, c'est finalement à travers l'étude d'une région, plutôt de dégager des régularités fortes dans cette région et avec d'autres régions. Et finalement, sa région étudiée, les Pyrénées méditerranéennes, c'est-à-dire les Pyrénées occidentales, sont davantage conçues comme un espace d'expérience où il va faire une expérience écologique, une enquête écologique. Il ne choisit pas cette région finalement parce qu'elle a une singularité particulière, ça ne l'intéresse pas, mais parce qu'elle va lui permettre d'élaborer des comparaisons. Premier point notamment, il reprend les méthodes des sciences naturelles à ce niveau-là, et donc notamment il s'inscrit dans la perspective et sur les traces d'Alexander von Humboldt. Et ce qui l'intéresse, c'est donc d'étudier en fait les rapports entre les changements bioclimatiques qui ont lieu en fait du littoral jusqu'au sommet pyrénéen, puisque le versant pyrénéen du littoral méditerranéen jusqu'au sommet pyrénéen, on a des changements bioclimatiques dans la végétation très importants, avec une végétation méditerranéenne, on passe à une végétation montagnarde, avec des changements climatiques aussi forts entre les températures du littoral et les températures d'altitude élevée. Donc, l'intérêt, c'est justement d'étudier ces relations entre des communautés pyrénéennes, des communautés, des groupes humains, différentes communautés, les relations qu'elles entretiennent avec cet environnement et d'étudier quelles sont les différences, quelles sont les régularités qu'on peut observer, quelles sont les différences selon l'environnement végétal et climatique dans laquelle elles s'inscrivent. C'est une des originalités de son travail. Donc, je vais y revenir sur certaines choses justement en détail, et notamment comment elles s'adaptent, ces communautés, à ces changements. Donc là, c'est vraiment une problématique biologique, botaniste, qui cherchait à étudier comment les plantes s'adaptaient à des changements environnementaux, à des changements de température, des changements d'environnement. Et il adapte cette problématique naturaliste finalement à une problématique sociale, comment ces communautés humaines vont s'adapter à des changements de milieu importants. Alors, comment va-t-il procéder? Un premier point, déjà en arpentant, en faisant un travail de terrain dans les Pyrénées. C'est important de dire un mot sur ses conditions d'enquête en 1913, notamment au début du XXe siècle. Il place d'abord sa perspective sous une perspective paysagère. Donc, je ne vais pas développer trop parce que c'est pas précisément ici un intérêt central, et finalement il l'applique assez peu, cette observation générale du paysage. Finalement il va s'intéresser surtout aux signes visibles, à la culture matérielle, à la civilisation matérielle de ces communautés humaines. Je pourrais y revenir, ça a eu un impact puisque Febvre, dans son livre La théorie de l'évolution humaine, reprend cette définition. Finalement il inscrit comme une définition de la géographie, donc je pourrais y revenir éventuellement par la suite. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment il travaille, notamment. Alors, d'une part, il va explorer, enquêter sur le terrain, procéder à des
interroger les populations rencontrées dans les Pyrénées ou sur le littoral méditerranéen, donc avec un travail d'enquête direct. Mais comme beaucoup de savants, de géographes de l'époque aussi, il enseigne à Montpellier, donc il ne peut pas faire, à l'exemple des ethnologues, un terrain pendant un an dans un village pyrénéen, par exemple. Donc, il est obligé de recourir à d'autres moyens. Et en cela, l'enquête, elle est nécessairement composite. Donc, il recourt à des questionnaires, par exemple, qu'il va envoyer à des instituteurs, à des vignerons, à des conservateurs des forêts. Pour essayer de restituer ce rapport, notamment à l'environnement. Voilà, aux archives aussi. Il va aller dans les archives de Perpignan, dans différents centres d'archives pour regarder finalement cette évolution de l'environnement. Alors là, c'était déjà une pratique aussi des naturalistes qui cherchaient dans les chartes, dans les archives, quels ont été les défrichements, comment a évolué cet environnement-là. Donc, on a un objectif aussi assez utilitaire, voilà, d'utiliser le plus de procédés d'enquête possibles, à la fois parce qu'il ne peut pas être présent sur le terrain en permanence et à la fois pour essayer de saisir une évolution historique également de ces relations à l'environnement végétal principalement. Voilà, on retrouve dans ces archives notamment des carnets où il retrace voilà, des expéditions. Alors là, c'est un extrait, il n'y en a pas pour sa thèse, mais plus tardif, en août 1919, il fait une traversée des Pyrénées, notamment. Donc, ce qui lui permet, les carnets où il écrit un certain nombre de choses, ce qui lui permet d'alimenter ensuite l'écriture de ses ouvrages, l'écriture de sa thèse, et ici l'écriture d'un ouvrage aussi, d'un petit manuel sur les Pyrénées. Là encore, il s'inscrit dans une tradition savante bien ancrée, puisque les géographes, les naturalistes, Humboldt, Vidal de la Blache utilisaient des carnets. On en a retrouvé beaucoup pour Vidal. Et donc, là encore, c'est une tradition qu'on connaît assez bien aujourd'hui, d'utiliser ces carnets. Alors, ça permet beaucoup de choses, hein, je vous l'ai dit, d'alimenter les ouvrages extérieurs. Ça permet aussi, finalement, de faire des liens avec des connaissances, d'être sur le terrain et de faire des liens avec des connaissances, avec des cartes géologiques, par exemple, avec des lectures qu'il a faites. On voit là, par exemple, il pense au site d'Orthez, déjà remarqué par Vidal. Donc, on a comme ça une circulation entre ce qui est observé sur le terrain et ce qui est finalement l'arrière-plan cognitif, c'est-à-dire les lectures, les cartes utilisées, donc ce qui permet d'avoir de construire une sorte de banque de données sensibles qui va alimenter différents textes par la suite, plus théoriques parfois. Et cette expérience du terrain, donc le fait d'arpenter, par exemple, les Pyrénées, certaines régions, surtout du sud-ouest de la France au début de sa carrière, lui permet ici, dans sa thèse, dans les Pyrénées méditerranéennes, d'élucider les rapports matériels à la nature, à travers un concept assez célèbre à l'époque dans les sciences sociales, qui est la catégorie de genre de vie, qui a été utilisée donc, par beaucoup de scientifiques dans la première moitié du XXe siècle, qui est tombée un peu en désuétude maintenant, notamment qui a été utilisée par Maurice Alvax dans son livre sur les causes du suicide, par Vidal de la Blache aussi, par Sor, par l'ethnologue André Baragnac, par beaucoup de savants. Et alors, qu'est-ce que le genre de vie? C'est chez Sor, mais aussi chez Vidal, c'est un ensemble d'habitudes organisées et systématiques. On pourrait dire une sorte d'habitus, des habitudes qui s'incorporent à la fois mentalement et physiquement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que pour Sor, le genre de vie implique une action méthodique et continue sur la nature, sur l'environnement. Donc finalement, c'est pas seulement une catégorie, on pourrait dire sociologique ou sociale, c'est une catégorie écologique puisque ces habitudes incorporées par les communautés, par les sociétés, sont tournées vers l'aménagement, vers l'utilisation, l'usage de l'environnement
notamment ici pour SOR, ce qui va intéresser, l'environnement végétal. Donc c'est donc, alors pour reprendre les mots de l'époque, une civilisation matérielle, on dirait aujourd'hui une culture matérielle, dont la spécificité est d'être orientée vers l'environnement et d'être vraiment une catégorie écologique qui pense la combinaison entre des réalités naturelles et des exigences sociales, souvent justement, comme c'est une culture matérielle, des exigences sociales qui vont passer à travers des procédés techniques ou des aménagements. Alors, de nouveau, ce que cherche SOR à travers cette catégorie de genre de vie, c'est de distinguer des régularités et des répétitions, des choses qui reviennent dans les rapports écologiques. Par exemple, donc, je le disais sur le rapport au versant étagé des montagnes. SOR cherche précisément à déterminer les rapports entre la pluralité entre les milieux vivants et la pluralité des genres de vie. Et ce qui a quelque chose d'important, c'est que ça n'entraîne pas, enfin ça n'implique pas finalement de déterminer une cause première. C'est-à-dire que pour SOR, le raisonnement écologique, finalement, va entraîner un raisonnement circulaire qui est important, c'est-à-dire que l'homme va s'adapter à des conditions, entre guillemets, naturelles, mais ces conditions naturelles, on sait qu'elles ont été, en grande partie, façonnées déjà par l'homme. Donc, finalement, il y a une causalité circulaire où le milieu interagit avec l'homme, où le milieu agit sur les communautés pyrénéennes, mais ces communautés pyrénéennes aussi agissent sur le milieu, donc c'est un milieu transformé finalement par l'homme qui agit sur l'homme. Donc, c'est un raisonnement assez fondamental écologiquement, puisqu'on ne sépare pas finalement ici les sociétés de leur environnement. Alors, il faut savoir que cette circularité, par exemple, pour les sociologues de l'époque, pour un sociologue assez connu, François Simian, était un problème. Eux avaient du mal pour eux, c'était une défaite que la géographie ne sépare pas finalement les causalités naturelles, n'arrive pas à séparer la nature de l'homme, les causalités naturelles des causalités sociales, puisque l'objectif des sociologues durkheimiens, notamment de François Simian, c'était d'isoler ici les causalités sociales, les phénomènes sociaux, et de voir en quoi, par exemple, il y avait un déterminisme naturel sur ces phénomènes sociaux. Donc, on a finalement deux raisonnements assez dissemblables entre certains sociologues durkheimiens, François Simian, et certains géographes vidaliens comme Max Sor. On pourrait aussi, par contre, rapprocher les Pyrénées méditerranéennes d'un autre texte célèbre des sciences sociales, celui de Marcel Mauss sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, puisque le sociologue aussi, dans ce texte sur les sociétés esquimaux, cherchait à expliquer le rapport entre des variations environnementales, des variations saisonnières et les rythmes de l'activité sociale. Donc, je vous renvoie à son texte, mais on peut rapidement dire aussi que entre le sociologue et le géographe, ici, entre Sor et Mauss, il y a une distinction. L'objectif est le même pour Sor d'observer les variations de l'activité sociale en fonction des variations saisonnières. Par exemple, on peut penser à la transhumance entre les activités d'hiver et les activités d'été. Mais de la même manière, pour Mauss, ce qui est fondamental, c'est le social, ce qui est fondateur, alors que pour Sor, il est dans cette perspective écologique où le social n'est qu'un des termes de l'étude. C'est-à-dire que ce que Sor étudie, c'est davantage la relation entre des réalités sociales mises sur un même plan avec des réalités naturelles, ce qui n'est pas le cas pour Mauss. Voilà pour le départ en fait de cette perspective écologique chez Sor, mais qui va se généraliser, qui va se transformer dans la première moitié du XXe siècle. Donc, je voudrais dire maintenant un mot sur la naissance d'une écologie humaine, de cette écologie humaine assez singulière dans les sciences sociales françaises, puisque Max Sor conçoit la géographie explicitement comme une écologie humaine, donc comme une étude des rapports entre l'homme et son milieu. Il s'agit finalement de penser ces relations entre un homme avec un grand H et un milieu finalement assez composite, distingué traditionnellement en trois parties, un milieu climatique, physique, un milieu vivant et un milieu social, je vais y revenir. L'objectif, ce qui est important de noter, c'est qu'il s'agit de construire un savoir unifié sur l'homme, donc un savoir global,
Je vais y revenir également. Alors, juste un mot sur le départ de voilà, la période d'émergence de cette écologie humaine. Hein, on a tendance, souvent, on a eu tendance à calquer l'écologie humaine, à en faire finalement l'écologie humaine française comme la transposition de l'écologie humaine de Chicago, des sociologues de Chicago, voilà, de Park, de Burgess, de dire que les perspectives écologiques étaient finalement une simple traduction des perspectives sociologiques ou écologiques des sociologues de Chicago, ce qui est évidemment est loin d'être le cas, même si Sor en a eu connaissance, mais finalement c'est un peu plus tardif, c'est à partir de la guerre essentiellement. Donc Sor, dès 1923, en fait, de manière concomitante avec les premiers textes des sociologues de Chicago, mais de manière séparée, par exemple, intitule un cours à l'Université de Lille, Géographie humaine, écologie de l'homme, les associations de l'homme. Donc, on a déjà un cours dispensé d'écologie de l'homme dès le début des années 20 à l'Université de Lille. Ensuite, l'expression d'écologie humaine apparaît explicitement dans un texte de 1926. Hein, ce qui est assez frappant, c'est que les textes des sociologues de Chicago, c'est à la même époque où cette expression également est utilisée. Et il va faire un petit texte programmatique assez important en 1928, un congrès de géographie internationale à Cambridge, où justement il donne un programme et il insiste sur le fait que la géographie humaine, finalement, ne peut plus se borner aux formes immatérielles, si on veut, de l'activité humaine, aux formes élevées. Il faut qu'elle s'attache aussi aux formes primitives, à l'aspect matériel de l'homme, si elle veut le comprendre dans sa globalité. Donc, c'est un texte important. Alors, c'est un texte comment dirais-je, qui opère une transformation avec la perspective de géographie biologique que j'ai évoquée à l'instant, puisque si vous vous souvenez, la géographie biologique finalement englobait les différentes espèces vivantes, hommes, végétales et animales, alors que là finalement l'écologie humaine recentre finalement quand même l'homme dans le discours et dans l'analyse. Puisque comme comme l'expression l'indique, c'est quand même l'homme qui est central, même si l'écologie humaine comme expression finalement est une expression assez comme humanité environnementale, assez mixte et construite sur une expression naturaliste. Donc l'ambition ici, c'est bien comment dirais-je, d'analyser l'homme à travers l'environnement, à travers les différentes composantes physiques, biologiques et sociales de l'environnement. L'environnement physique, ça va être essentiellement le climat, l'environnement vivant essentiellement le végétal ou l'animal. Et donc, pour étudier, je vais y revenir, les relations à l'environnement vivant, et Sor va élaborer une géographie médicale, une écologie médicale assez singulière également, à travers la notion du complexe pathogène, je vais en reparler, et aussi à travers une géographie de l'alimentation assez singulière pour l'époque, une géographie donc des régimes alimentaires en 1943. Et ce qui sera moins traité finalement, Sor va s'apesantir sur les relations finalement à l'homme matériel, à l'organisme humain, entre l'environnement et l'organisme humain, et va moins traiter, enfin va le faire par la suite dans les années 40 et 50, plus tardivement, le rapport finalement de l'homme à la composante sociale, c'est-à-dire à l'habitat, aux villes, aux densités, aux habitudes urbaines. Donc c'est quelque chose qui apparaîtra à partir des années 40. Finalement, c'est un programme pensé, mais où il aborde essentiellement d'abord les relations à l'organisme humain, au milieu vivant et au milieu physique. Finalement, il se distingue, sort de sa communauté géographique de l'époque parce que les géographes pensaient surtout le milieu, l'environnement en termes physiques. Je généralise un petit peu. Donc, les composantes physiques, par exemple le relief, et assez peu finalement la composante vivante du milieu, c'est-à-dire la composante animale ou végétale. On s'attachait surtout à des déterminants physiques comme le climat ou le relief, mais sans les relier finalement vraiment aux sociétés.
Alors, mon sort s'inscrit, je pourrais y revenir si vous voulez, dans d'autres perspectives généralistes des sciences sociales de l'entre-deux-guerres, notamment les historiens avec les annales essayaient également d'avoir une vision globale de l'homme. Je crois que je vous ai mis donc ça c'est l'ouvrage de Sor, Les fondements biologiques de la géographie humaine, qui théorise cet aspect-là en 1943, Essai d'une écologie de l'homme. Je vais en reparler, mais les historiens des annales avaient aussi conçu le fait qu'il ne fallait pas s'attacher seulement aux aspects, disons, les plus immatériels ou les plus culturels de l'homme, et qu'il fallait aussi, Marc Bloch le dit, il faut aussi comprendre comment les hommes vivaient. Ce serait une grande naïveté de prétendre comprendre les hommes sans savoir comment ils se portaient, c'est-à-dire vraiment matériellement. Donc Sor s'inscrit aussi dans cette perspective, rejoint Marc Bloch. L'anthropologie aussi développera cette perspective globale de l'homme. Donc on a finalement une congruence à cette époque dans les années 30, même si le projet de Sor est un peu différent, mais on retrouve ces différentes tentatives pour inscrire chaque science sociale comme la science sociale, la science de l'homme qui le comprendrait globalement. Alors, je vais dire un mot de la géographie médicale, de l'écologie médicale de Sor qu'il développe à partir des années 20 et 30, et dans ce livre, donc les fondements biologiques de la géographie humaine, essai d'une écologie de l'homme en 1943, donc, ce qui est d'ailleurs un peu d'actualité, puisque en fait, Sor développe une notion centrale, celle de complexe pathogène. Alors, qu'est-ce qu'il entend par complexe pathogène? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un concept véritablement écologique. Alors, j'ai repris une illustration d'un parasitologue, d'un médecin du CHU de Bordeaux, qui a d'ailleurs repris dans un article beaucoup de choses à Sor, qui a proposé de réactualiser ce concept aujourd'hui, et donc explicitement. Le complexe pathogène, justement, c'est une combinaison de différentes réalités environnementales, vivantes, dont on a beaucoup parlé récemment, donc avec entre un agent pathogène, un vecteur, un autre réservoir, voilà, et des conditions environnementales. Et Sor conçoit cette catégorie de complexe pathogène qui sera beaucoup repris par les médecins par la suite, et notamment par des épidémiologistes ou des parasitologues, pour concevoir les relations de l'homme à l'environnement dans un contexte justement pathogène d'épidémie ou d'endémie importante. Ce qui est important de voir, c'est que ce concept, il est vraiment écologique, puisqu'il ne conçoit pas de coupure, là encore, entre l'homme et le vivant. C'est-à-dire que la catégorie de complexe pathogène ne peut pas se concevoir finalement comme une catégorie sociale ou une catégorie naturelle. C'est à la fois une catégorie qui imbrique du vivant, de l'humain, du social, donc différentes agents. Et là encore, elle ne conçoit pas, elle n'octroie pas une place privilégiée à l'homme dans cette catégorie. L'homme n'est qu'un acteur parmi d'autres vivants, et un acteur comme les autres. Finalement, il n'a pas une place centrale. D'ailleurs, Sor écrira la relation de l'homme au reste du monde vivant est exactement celle du bœuf, du cheval, de l'âne, du chien et des petits ruminants. Donc vraiment, on a un homme qui est décentré dans cet environnement. Et on a aussi une continuité finalement du vivant, puisque chaque élément du complexe, chaque agent du complexe pathogène peut aussi avoir une place interchangeable, puisque on sait que l'homme ou l'animal peuvent échanger leur place d'hôte, peuvent accueillir le vecteur donc comme hôte, et à ce sujet. Donc, on voit bien que finalement, les différents agents peuvent interchanger leur place. Donc, ça, c'est un deuxième point important de décentrement de l'homme. Et également, cette catégorie permet d'intégrer les perceptions animales, la sélection opérée par les animaux, par le vivant, puisque, par exemple, dans le vecteur, la mouche tsetse, par exemple, Sor, qui se base sur des travaux
le parasitologue, montre bien que, en reprenant des travaux, que cette mouche tsetse pique finalement de préférence les animaux, mais s'il n'y a pas finalement de bovins, d'animaux, elle va se diriger vers l'homme. Donc c'est aussi une intégration, cette écologie médicale assez intéressante pour l'époque, une intégration des perceptions animales, des opérations animales effectuées sur l'environnement, voilà, qui était peu commune pour l'époque. Alors, et cette opération, finalement, vient aussi fonder le raisonnement géographique. C'est assez important de le dire, puisque selon, finalement, les interactions entre les différents agents du complexe pathogène, finalement, l'aire d'endémie va être différente. Donc, comprendre les interactions au sein d'un complexe pathogène, c'est aussi comprendre l'aire, l'espace d'une épidémie. Alors, pour finir sur cette catégorie, ce qui peut être intéressant de noter pour finir, c'est que au-delà de ces catégories un peu, enfin, cette analyse parfois un peu technique, un peu, voilà, quand on rentre dans le détail, c'est de montrer que cette catégorie, elle a eu un certain succès dans les sciences biologiques et médicales parce qu'elle permettait finalement d'appréhender les interactions vivantes au sein de l'environnement facilement. Elle rendait lisible ce qui s'y passait assez facilement. Et c'est cette opération de synthèse, en fait, qui est assez intéressante, ce que je disais au départ, qu'elle ne soit pas finalement, qu'elle ne renvoie pas à une réalité partagée ou dualiste entre nature et culture. Et en cela, la catégorie de complexe pathogène, finalement, rentre un peu dans cette approche véritablement écologique telle que définie par l'anthropologue Timmy Ingold, l'anthropologue anglais, enfin britannique, puisqu'il définissait une approche véritablement écologique comme finalement une approche qui prendrait pour point de départ l'ensemble constitué par l'organisme et dans son environnement, mais dans laquelle l'organisme et l'environnement ne devraient pas signifier l'association de deux éléments distincts, mais bien une totalité indivisible. Et c'est vrai que le complexe pathogène apparaît comme une réalité indivisible, puisque si un des actants, un des agents, une des réalités disparaît, le complexe pathogène disparaît également, enfin la maladie cesse d'être active. Alors, il ne faudrait pas... Bon, je vais accélérer un petit peu. Il ne faudrait pas réduire cette écologie médicale à une écologie. Alors ça, c'est les schémas des complexes pathogènes, notamment faits par SOR. On saisit bien ces interactions à une réalité seulement naturelle. SOR interroge la part sociale des maladies et notamment. Voilà, il a une appréhension sociale ou anthropologique du pathologique, hein, puisqu'il montre bien également que les pratiques vestimentaires, le milieu corporel, l'alimentation sont des circonstances qui peuvent avoir une influence sur la propagation d'une épidémie, par exemple. Alors, c'était une perspective finalement assez neuve chez les géographes, mais assez commune en fait chez les hygiénistes et chez les médecins du 19e siècle, de la fin du 19e siècle. Donc là, finalement, les sciences médicales avaient développé cette perspective-là depuis assez longtemps, mais c'est une perspective qui relativise quand même les normes biologiques et qui, dans les sciences humaines, sociales, étaient moins développées, et notamment Georges Canguilhem s'appuiera sur les travaux, le philosophe Georges Canguilhem s'appuiera sur les travaux de SOR pour reprendra certaines choses, notamment dans sa thèse, pour relativiser ces normes biologiques, voilà, cet absolu biologique en particulier. L'autre aspect aussi de cette écologie humaine, c'est finalement l'investissement de nouveaux objets, de nouvelles approches, comme le climat ou l'alimentation, je l'ai dit, mais le climat était un objet
la géographie climatique, la climatologie traitée depuis longtemps par les géographes, mais souvent dans une perspective physique assez physicienne, si on veut. Et SOR va développer une approche écologique ou anthropologique du climat, notamment, alors bon, le texte est un peu long, je crois, je ne vais pas tout le lire, mais où il parle de microclimat artificiel réalisé par l'homme afin de se soustraire aux rigueurs du climat. Donc, il envisage un climat urbain donc constitué de microclimats, d'espaces clos et d'espaces découverts. Donc, avec ces microclimats artificiels, microclimats urbains, donc comme constitués par l'habitation, par l'architecture urbaine, avec une température plus élevée, etc., un état hygrométrique assez bas, et aussi des microclimats qui sont constitués finalement par le vêtement, par la fourrure, comme des microclimats artificiels, hein, comme autant d'enveloppes qui se superposent sur le corps de l'homme. Donc, on a bien l'idée que le corps, finalement, le milieu corporel, c'est pas quelque chose de donné, de naturel au final, mais c'est aussi une construction sociale, une construction écologique finalement, puisqu'elle intègre à la fois un donné social et un donné naturel biologique. Voilà, donc ça c'est une relativisation finalement, une manière de montrer que le climat n'est pas seulement une donnée physicienne, mais une construction aussi humaine, et on le voit en ce moment avec le réchauffement climatique, que finalement l'homme influe sur le climat, que ce soit à une échelle locale ici, par des microclimats, différents microclimats urbains, artificiels, corporels, ou que ce soit de manière générale climatique à l'échelle de la planète. L'alimentation est aussi un problème écologique, puisque l'alimentation définit bien comment dirais-je, le rapport à l'environnement. Donc, Vidal de Lablache avait un peu évoqué une géographie alimentaire, mais finalement, SOR est resté assez connu chez les géographes comme le géographe qui a développé cette géographie des régimes alimentaires. Et voilà, notamment en l'interrogeant sous un prisme écologique, entre le rapport entre un milieu, des besoins nutritionnels qui vont être physiques, biologiques, mais aussi des aspirations sociales. Donc, SOR, en 1943, dans son livre Les fondements biologiques de la géographie humaine, accorde une attention particulière aux pratiques alimentaires, perçues comme des cadres structurants de la vie sociale, tout en faisant la part finalement à comment dirais-je, à d'autres facteurs, hein, également religieux, des interdits alimentaires, notamment à l'urbanisation, à l'élévation du niveau de vie, à la révolution des transports. Donc on a finalement là encore une notion qui est comprise en assemblant, en faisant la combinaison de différentes réalités à la fois sociales mais aussi physiques ou biologiques concernant les besoins nutritionnels. Je finirai rapidement en disant qu'il ne faut pas oublier également que cette écologie humaine peut avoir des conceptions ethnocentristes finalement, ce qui est assez courant pour l'époque au début du XXe siècle, mais il ne faut pas oublier finalement que les représentations de SOR et les représentations de l'époque déterminent aussi la construction, la conceptualisation de cette écologie humaine. Par exemple, SOR s'insère dans une longue tradition occidentale à la suite d'Alexander von Humboldt, où les tropiques sont conçus comme des espaces assez néfastes pour l'homme. Là, on a tout un discours où les tropiques sont néfastes pour l'homme blanc, entre parenthèses, où l'homme blanc, l'homme européen serait soumis à une sorte de dégénérescence dans certaines régions tropicales chaudes notamment, et de manière plus fine dans sa division du monde en grandes régions nosologiques du globe, en grandes régions sanitaires ou en grandes régions alimentaires. On a finalement la construction d'une typologie qui se construit pas seulement sur des réalités matérielles qui existent, des réalités palpables, mais également
l'existence de maladies, d'épidémies, de moyens sanitaires plus ou moins déficients, mais on a aussi finalement des présupposés écologiques. C'est-à-dire que dans le domaine septentrional et occidental, on va avoir finalement la construction d'une écologie humaine plus sophistiquée, finalement, où l'homme construirait davantage en rapport au milieu. Alors que finalement, les régimes, les sociétés dites à l'époque primitives auraient un rapport plus naturel au milieu, moins construit, plus immédiat, sans que, voilà, en envisageant que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, par exemple, auraient un rapport complètement naturel ou direct. Voilà, donc on a, je passe assez vite, mais on a finalement aussi une écologie humaine qui se conçoit d'un point de vue occidental et où la construction en rapport au milieu est forcément plus complexe, est forcément mieux pensée et plus développée dans les sociétés européennes par rapport à certaines sociétés dites exotiques ou primitives à l'époque, pour reprendre un vocabulaire. Donc il faut voilà, faire droit aussi à ces représentations mentales et ne pas oublier que ces représentations mentales, ces schèmes de pensée finalement géographiques influent sur le discours de l'époque et sur le discours de sort comme chez de nombreux savants. Voilà, je vais m'arrêter là. Je crois que ça fait près d'une heure que je parle, donc je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre des questions si la salle ou bien le chat, disons. Quand je dis ça, je sens que je ne suis pas très crédible. Ou que les gens sur Zoom veulent poser, vous pouvez le faire soit en prenant la parole, soit en écrivant sur le chat. Et sinon, s'il y a des questions de la salle, on les prend avec plaisir. Personne Personne ouais. Je me demandais quel était le... Tu entends bien là, Dylan? Oui, oui. Qu'est-ce qu'il avait laissé ce Max Sor actuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est connu? Moi, je ne suis pas géographe, je suis biologiste, mais est-ce que c'est quelqu'un auquel on se réfère? Est-ce que... Voilà, ça donne ton idée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un auquel on se réfère? Alors, bon, faut noter que disons que les géographes sont pas comme déjà les philosophes ou les sociologues investissent peu finalement l'histoire de leur discipline, dans le sens où chez des philosophes ou des ethnologues ou chez des sociologues, on a beaucoup réédité, édité de nombreux travaux. Bon, je pense par exemple l'ethnologue Robert Hertz, où il a très peu écrit. Ces quelques articles ont été réédités récemment. Donc, ce qui est moins le cas chez les géographes. Donc, déjà, il y a un rapport à l'histoire de la discipline qui est un peu différent par rapport à l'histoire de la philosophie, où on connaît très très bien, ou à l'histoire de la sociologie ou de l'ethnologie, par exemple. Mais alors, Max Sor est surtout resté connu et comment dirais-je, et utilisé, si on veut, et référencé plutôt, ces travaux datent maintenant, et on fait référence surtout à Max Sor dans certains champs en fait de la géographie ou des sciences sociales, donc notamment la géographie de la santé, en fait, qu'il a beaucoup impatronisé, qui en a beaucoup fait un ancêtre fondateur d'une géographie médicale moderne. Donc, on retrouve chez les géographes de la santé souvent la référence à Max Sor et donc à son concept de complexe pathogène, à cette écologie médicale. On le retrouve aussi notamment chez certains, dans les sciences médicales pendant longtemps, dans certains domaines comme je disais, les médecins qui travaillent sur les parasites ou sur les endémies. Le concept de complexe pathogène a été aussi repris et beaucoup repris, et notamment que beaucoup de travaux médicaux
au départ, si on veut, les premiers travaux qui se faisaient référence à SOR mettaient complexe pathogène entre guillemets, renvoyaient aux travaux de SOR, et puis peu à peu le concept est passé dans le langage courant. Voilà, donc beaucoup de travaux se réfèrent au concept soit explicitement avec la référence à SOR, soit en citant juste la catégorie. Donc il y a certaines branches, comment dirais-je, certaines branches du savoir qui vont plutôt se référencer à Maxor, donc la géographie de l'alimentation aussi, ou les sciences de l'alimentation aussi, parfois. Bon, un géographe, Gilles Fumet, qui travaille sur la géographie de l'alimentation, qui se réfère souvent à Maxor. Voilà, donc certaines parties disons certains domaines plus spécifiques du savoir vont se référer à lui selon les disciples, selon les intérêts. Voilà, je pense notamment aussi à certains anthropologues qui s'inscrivent dans une perspective d'écologie humaine. Il y a eu des travaux justement sur le rapport entre l'homme et la maladie où SOR a été convoqué, où on s'est référé à cette perspective éco-épidémiologique, anthropologique, voilà, où SOR, l'écologie humaine de SOR était conçue comme une anthropologie de la maladie assez singulière et pouvait donner matière à penser. Voilà, après moi, comme mon but n'était pas de souligner la singularité de ces thèmes de recherche pour l'époque, certes, mais mon but n'est pas d'en faire un précurseur, voilà, d'en faire. Il s'agit plutôt de le réinscrire dans les sciences humaines et naturelles de l'époque. Donc voilà, il y a un certain nombre d'intérêts aujourd'hui selon les spécialités des chercheurs sur lesquels ils travaillent. Mais malgré tout, on ne peut pas s'empêcher de se dire, dans mes petites notes, c'est ce que je me suis dit un peu, quand même de la modernité, enfin ça fait quand même beaucoup écho à certains discours très contemporains à la fois sur les méthodes, ce que tu décrivais sur ces méthodes d'utilisation du paysage, d'enquêtes c'est-à-dire partir du visible, ensuite d'enquêtes qui sont parfois quasiment des enquêtes ethnologiques, des enquêtes documentaires, archivistiques. Bon, mais à peu de choses près, je veux dire, c'est en partie ce qu'on enseigne aux étudiants que tu as en face de toi sur la compréhension du paysage, quoi. C'est ce paysage comme une entrée dans le complexe socio-écologique. Bon, bah ça m'a paru très moderne sur ces concepts même, sur les objets qui travaillent, la géographie de l'alimentation, cette écologie médicale, enfin pas médicale, mais de la santé, disons. On a l'impression que, bon, c'est vrai que particulièrement en ce moment, que ces thèmes-là sont vraiment d'une grande modernité, quoi. C'est vrai qu'on ne cesse de parler d'alimentation, bon, de santé, j'en parle pas. Donc à la fois sur ces méthodes, c'est pour faire écho à la question précédente. Et peut-être qu'il a fait école dans certains champs assez limité, mais n'empêche que quand on t'écoute et qu'on entend toute la profondeur de sa vie intellectuelle, disons, on est frappé quand même, malgré tout. On ne peut qu'être frappé par ça, malgré tout. Oui, c'est vrai que ce qui est intéressant, ce qui est aussi, c'est de montrer que dans le discours, disons dans le discours actuel où on a tendance c'est pour ça que je partais au départ du fait que dans le discours actuel, l'environnement, les questions environnementales sont très présentes dans les sciences humaines et sociales, et on a l'impression que finalement, parfois, c'est d'une certaine manière déshistoricisé, c'est-à-dire que ça serait un champ émergent depuis 15 ou 20 ans, mais ça serait un champ qui n'aurait finalement pas d'histoire. Et c'est vrai que je m'inscrivais un peu dans la continuité des travaux, par exemple, de l'ouvrage Humanité environnementale de Guillaume Blanc, Wolfer Jaren et Elise de Meulener, qui montraient justement que ces humanités environnementales, elles ont une histoire, finalement, elles ont le rapport des sciences humaines et sociales à la nature a une histoire. Et il y a beaucoup de savants si on y allait regarder de près, on trouverait beaucoup de choses assez intéressantes pour comprendre certaines choses
parfois qu'on réinvente finalement, qu'on reprend un nouveau thème et qui ne sont pas finalement si nouvelles que ça. Non, mais c'est d'autant plus intéressant quand tu dis ça qu'en plus, généralement, ces humanités environnementales, d'ailleurs, on ne dit pas humanité environnementale, on dit, j'imagine qu'on dit environmental humanities ou un truc comme ça, c'est quand même un concept américain. Et c'est vrai qu'en plus, cette histoire de l'entrée de la nature, entre guillemets, dans les sciences humaines et sociales, en général, en plus, on en fait un attribut anglo-saxon, voire nord-américain. Souvent, en tout cas, il y a beaucoup de thèses autour de ça. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu recontinentalises aussi cette histoire-là. Et ça me paraît hyper important. Tu as parlé de Georges Bertrand aussi, la manière dont on a oublié Georges Bertrand quand on a fait cette histoire des humanités environnementales. Ça paraît incroyable, quoi, parce que il est encore vivant, hein, Georges Bertrand. Donc, oui. Bon. Oui, mais c'est aussi, ça tient là on rentre dans une autre perspective, ça tient à des logiques parfois institutionnelles, complètement. Ce que je disais, ou médiatiques, voire médiatiques, c'est que, voilà, je prenais l'exemple des philosophes ou des sociologues ou de l'anthropologie qui investit beaucoup aussi il y a l'histoire de l'anthropologie, de l'énologie, de la sociologie ou de la philosophie, une histoire beaucoup plus parcouru, beaucoup mieux connu aussi, par exemple, donc où on réédite beaucoup plus de textes, donc ça joue aussi notamment voilà, les textes de Sor ou par exemple de Georges Bertrand tout simplement ne sont pas réédités forcément. Il y a une logique aussi je pense tout simplement universitaire, hein, pour mes études, voilà, en histoire ou en géographie, on étudie relativement peu de textes de géographes, en histoire un tout petit peu plus, mais de manière quand même limitée, de textes de géographes ou d'historiens en tant que tels, comme objet d'études. Alors que quand on fait des études de philosophie ou de sociologie, c'est quand même, finalement, les disciplines se construisent beaucoup plus à travers l'étude d'auteurs classiques, à travers un panthéon. Et donc, c'est vrai que il y a plein de logiques qui jouent dans cette, finalement, dans un oubli relatif de certaines choses qui ont été faites sur les rapports à l'environnement. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que certaines choses sont simplement réactualisées. Et c'est vrai que moi, j'ai cité Georges Bertrand, mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses de Georges Bertrand qu'on connaît, qui sont peu connues ou mal connues, et c'est vrai que c'est assez dommage aussi, parce que finalement on a l'impression que d'une table rase parfois de choses importantes qui ont été faites précédemment. Peut-être des questions, ça vous a peut-être suscité des questions entre-temps. Moi j'en ai d'autres. Si ça vous va un petit peu. Ce qui m'a frappé, c'est moins des questions que des remarques. Bon, t'en fais ce que tu veux, tu réponds comme tu peux, quoi. Mais ça m'a fait penser à quel point, finalement, cette nature-là, elle était insaisissable, quoi. La manière, c'est vraiment, c'est les notes que je me suis pris. J'ai écrit insaisissable nature, quoi. C'est-à-dire que malgré tout, elle est à la fois dans tout, elle est toujours là, mais en même temps, elle est toujours co-construite jusqu'à nous dire que le climat même est une construction en partie humaine, que les maladies le sont aussi, etc. Cette hybridation, d'un coup, à force de dire qu'elle est hybridée, qu'on est hybridé dans des mondes co-construits, la nature, d'un coup, elle devient insaisissable. On peut plus la prendre. Ça devient difficile. Et c'est la difficulté aussi de ce raisonnement circulaire dont tu parlais. C'est pas à la fois. Il y a aucun déterminisme, semble-t-il, chez Sor, aucun déterminisme, aucun je sais pas comment dire, adaptationnisme. C'est plus compliqué que ça. C'est dans la construction permanente. Et ce qui fait que d'un coup, l'idée même de nature devient beaucoup moins pertinente, en fait, devient beaucoup moins. Normalement, ça fera écho pour certains, les exposés que vous avez à faire.
Mais bon, voilà, je peux peut-être t'entendre un peu là-dessus. Si ça t'a inspiré des choses, c'est compliqué, excuse-moi. Oui, mais enfin, comment dirais-je, je crois que c'est, enfin, un des intérêts aussi de ces écrits vient de là, c'est-à-dire que, alors c'est vrai que moi je souscris totalement à ce que tu dis, et c'est d'ailleurs ce que je disais, la critique de François Simian, de ce sociologue-là durkheimien, où il reprochait aux géographes finalement d'avoir un raisonnement circulaire, de ne pas pouvoir distinguer ce qui est de l'ordre du naturel et du social. Mais c'est vrai que enfin, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que ça serait bien difficile, alors sans connaître, par exemple, enfin, de distinguer ce qui est parfois naturel et social, même dans des environnements a priori qui nous semblent très naturels. Bon, je suis pas spécialiste évidemment, mais je pense voilà, aux travaux sur la forêt amazonienne de géographes ou de ce que dit souvent Philippe Descola, c'est de montrer que cette forêt finalement a été construite par les sociétés, les communautés indiennes depuis des centaines et des milliers d'années, et c'est une forêt profondément anthropisée, humanisée. Et donc, ce qui nous paraît, nous, comme l'image de l'altérité naturelle très forte d'une forêt profondément vierge, naturelle, ne l'est pas finalement. Et le résultat d'une interaction sans arrêt avec les communautés indiennes qui ont, les communautés autochtones qui ont anthropisé, qui ont aménagé cette forêt, même de manière sans doute très délicate, très progressive, voilà, dans des temporalités très longues, mais il n'empêche. Et donc, on aurait du mal à distinguer, enfin, on aurait du mal en tout cas à distinguer de manière générale, sans doute, enfin, sans être spécialiste, mais sur la forêt amazonienne, par exemple, ce qui est le résultat, enfin en tout cas dans le résultat, ce qui a été aménagé ou pas. Donc c'est vrai que moi ce raisonnement circulaire, cette combinaison, voilà, c'est vrai qu'il me semble importante à prendre en compte. Après, c'est vrai que c'est bon, pour certaines choses, on peut toujours déterminer certains déterminants physiques, mais voilà, ne serait-ce que climatiquement, parfois. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Enfin, c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué. On le voit dans l'actualité, hein, dès que, sans être encore une fois spécialiste, mais donc on a eu une catastrophe voilà, environnementale aujourd'hui, étant donné l'importance du réchauffement climatique, on ne peut plus distinguer finalement, même au niveau de ce qui apparaissait de manière le plus naturelle, là encore, le climat terrestre, finalement, ce qui est de la part de l'humain, ce qui est de la part du naturel, et on sait que la part de l'humain est très forte dans le réchauffement climatique. Donc, voilà, c'est vrai que ce qui a été critiqué à l'époque comme finalement, en tout cas chez certains géographes, comme une incompétence dans le sens où ils n'arriveraient pas à déterminer les influences naturelles sur la société, finalement, apparaît aujourd'hui, paradoxalement, plus moderne, et apparaît aujourd'hui comme quelque chose qui permet de réfléchir à notre rapport à l'environnement de manière comme une co-construction, en effet. Alors, c'est vrai qu'après, elle est insaisissable dans ce sens-là, et c'est vrai que c'est un terme tout à fait adéquat pour décrire parfois notre rapport à ce qui est naturel. Ça renvoie aussi à la catégorie de naturel dans ce sens-là. Et, voilà. Et bon, pour le paysage aussi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vrai que la définition de sort, hein, que je citais sur le fait que la géographie est une science du paysage aussi, finalement, si elle a été peu mise en pratique, a été reprise et popularisée par Lucien Febvre, par l'historien, et par la suite a été parfois reprise. Je pense à Jean-Marc Besse aussi l'a repris comme définition. Enfin voilà. Donc on a aussi sur le paysage des choses qui ont été reprises par la suite. Bon, je ne veux pas trop. Ouais. Ah, super, merci. Alors, en fait, je me demandais un peu quel est le poids aujourd'hui de la géographie sur ces questions environnementales. Parce que je trouve qu'on entend beaucoup de philosophes, on entend des essayistes, on entend des climatologues, on entend des biologistes, on entend même des astrophysiciens, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup de géographes. Et moi, je pense en particulier à Augustin Berg, mais qui reste quand même assez
confidentielles, je trouve. Et après, je les connais peut-être pas, mais je trouve qu'on n'entend pas beaucoup de géographes. Alors, confidentiel pour Augustin Berg, je ne sais pas trop. Je crois que c'est un peu une star. Ouais, une star, je crois. Dans certains dans les milieux universitaires, parce que le grand public ne le connaît pas. Oui, non, mais par contre, c'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'entend pas, enfin, tu nous diras ce que tu en penses, Dylan, mais on n'entend pas beaucoup les géographes. Alors que c'est vrai que des philosophes, on en entend pas mal. J'ai rien contre les philosophes. Alors, je dirais que alors, c'est une question sur laquelle on pourrait discuter longtemps et qui renvoie à beaucoup de choses. Alors moi, j'ai pas j'aurais pas une réponse forcément, informée. C'est plutôt là, je dirais un point de vue, hein, comme le vôtre, comme on peut en avoir. Donc, disons, j'ai pas spécialement de compétences sur le sujet parce que ça renvoie à des choses, je trouve. À la position finalement sociale et médiatique de la géographie, finalement, on dépasse le sujet là aussi, c'est-à-dire que les géographes, en généralisant, sont quand même une communauté qui écrivent assez peu de livres et assez peu d'essais, si on compare par exemple à d'autres sciences sociales, donc, qui existent de manière assez peu sur ce plan-là, et donc qui sont un peu ça va souvent être des choses, quand on parle de géographie environnementale, beaucoup de géographes vont publier des articles, vont avoir une inscription sociale ou savante qui va être plus du côté des naturalistes, c'est-à-dire en publiant des articles assez pointus dans des revues scientifiques, mais qui sont finalement assez peu visibles sur le plan scientifique ou médiatique, enfin pas scientifique, sur le plan médiatique ou social. Et disons que comment dirais-je, Augustin Berg, par exemple, est aussi un géographe qui a publié des livres, beaucoup de livres, des livres dans des grandes collections de sciences humaines, chez Gallimard, donc les géographes gagneraient aussi sans doute, enfin, en tout cas, je généralise un peu, mais sans doute peut-être à vulgariser, à sortir pour certains d'une sphère scientifique, enfin strictement scientifique, disons. C'est vrai que c'est une question assez complexe parce qu'elle renvoie vraiment à l'existence sociale de la discipline et aussi au fait que je pense que socialement et médiatiquement, les gens connaissent assez peu la géographie finalement. Ouais. Mais cette question, elle me semblait d'autant plus intéressante que ce que tu nous as bien montré, c'est que dans le moment, parce qu'on est quand même dans ce moment dont tu parles, en partie dans le moment d'institutionnalisation des disciplines et de sciences humaines. Et c'est vrai que actuellement, que le déficit d'institutionnalisation, de médiatisation aussi de ces discours de la géographie, qui, comme on l'a vu, ont une certaine pertinence, ça empêche, ça fait qu'il y a des récits environnementaux qui sont portés par d'autres disciplines, qui peuvent parfois être un peu réducteurs, ou qui ont un prisme très particulier. Je pense notamment il y a quand même un discours un peu généralisé aujourd'hui autour de la crise environnementale et le poids de l'homme avec un grand H, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que les sociétés humaines n'ont pas dégradé, parfois détruit des environnements. Bien, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Je dis que ce n'est pas l'homme avec un grand H, c'est des sociétés. Les sociétés, elles sont diverses, etc. Donc tout ça se regarde aussi à des échelles différentes. Toujours raisonner à l'échelle planétaire, c'est un problème, quoi. Et donc tout ça pour dire, cette longue introduction, pour dire que précisément, peut-être que le savoir géographique, il aurait d'autres récits environnementaux à proposer. Et au vu de ce que tu nous disais, on pourrait le présupposer. Oui, je souscris tout à fait. Et c'est vrai que, comment dirais-je, moi, mon étonnement, quand j'ai commencé à travailler sur cette question, c'est de me rendre compte, à la suite de travaux, hein, je vais pas la défricher tout seul, mais à la suite de travaux d'historiens de la géographie, notamment à Marie-Claire Roby, qui avait publié un livre dès 1992 qui s'intitulait Du milieu à l'environnement, les rapports entre l'homme et la nature depuis la Renaissance. Des travaux qui montraient finalement aussi
que le programme théorique de la géographie initiale, avec Humboldt, avec Ratzel en Allemagne, avec donc Vidal de Lablache en France, avec des géographes américains comme Harlan Barrows, etc., était écologique en fait, définissait la géographie comme le rapport entre des sociétés et leur environnement, leur milieu. D'ailleurs, le mot environnement a été introduit en France par Vidal de Lablache, notamment dès le début du XXe siècle. Donc, comment dirais-je, le fait que la géographie se définisse comme écologique, moi j'ai l'impression a beaucoup été oublié en fait, et moi j'entends encore des géographes parfois qui connaissent peu leur histoire de la discipline définir la géographie comme nous dire que la géographie se définissait au départ comme une science des lieux et pas une science des hommes, par exemple, en reprenant comme ça une phrase par-ci par-là, et ce qui est finalement en disant que Vidal de Lablache on a fait une science des lieux, alors que quand on va voir les textes précisément, c'est tout le contraire finalement. Et donc, cette définition écologique de la géographie, c'est vrai qu'a été assez oubliée. Et dans les années en plus 40, 50, 60, on a un prisme marxiste, aussi un prisme économique très fort, où l'environnement ne fait plus recette. Hein. C'est pour ça qu'aussi il y a eu des affections pour les travaux de Sor à cette époque-là, pour les travaux qui s'occupent d'environnement, si on veut. Et donc, que ça revient justement davantage dans ces années 70 avec les préoccupations environnementales, avec des travaux de Georges Bertrand notamment et d'autres, et puis ensuite aussi Augustin Berg plus récemment, mais on a finalement ce qui se passe souvent aussi dans l'histoire des sciences sociales, donc c'est que on oublie un peu ce qui s'est passé avant, et on oublie, il y a différentes strates, couches qui comme en archéologie finalement, qui reposent les unes sur les autres, et on oublie ce qui est un peu avant finalement. Et c'est vrai que toutes ces enquêtes écologiques, tous ces travaux sur différents, on pourrait citer d'autres noms, mais parfois relativisent un peu le discours généraliste, essayiste de l'époque sur l'environnement, où on a l'impression d'un investissement massif de certains essayistes ou certains penseurs aussi, parce que c'est une question à la mode, mais avec une méconnaissance totale de ce qui a été fait auparavant, notamment. Pour une archéologie des savoirs, on a bien compris. Une question. Moi, c'est un peu une remarque, une question. T'entends bien ? Oui. C'est quelque chose un peu. Enfin, moi, je me sens un peu déconcerté par cette semaine qu'on a eue, dans le sens où c'est comme si, en fait, on cherchait à essayer de décrire du mieux possible la nature, mais elle nous échappe toujours. Et c'est un peu comme si on essayait de décrire quelque chose dans lequel on est complètement immergé, et donc on ne peut pas s'extraire parce qu'on est issu et composé de cette nature. Et donc c'est comme si on essayait de décrire quelque chose à l'échelle de la Terre, mais en fait ça comprend aussi tout l'univers, et on ne peut pas sortir la tête de l'eau parce qu'en fait on est dedans. C'est comme si on avait un poisson d'eau profonde, si on lui sort la tête de l'eau, il comprend qu'il était dans l'eau parce qu'il est dans l'air. Mais nous, on ne peut pas sortir de notre univers, on ne peut pas sortir de notre corps humain, etc. Et donc, comment on pourrait vraiment comprendre la nature, l'humain, tout ça, alors qu'on est dedans? Il y a un truc qui n'est pas palpable encore et qui est compliqué à ce niveau-là. Eh bien, bonne chance, Dylan. Elle est pour toi, celle-ci. Non, mais je crois que c'est finalement cette prise de conscience, elle est aussi finalement, moi je dirais, là encore, je n'ai pas forcément de lumière, je parlerai plutôt en tant que citoyen ou en tant que j'ai pas de compétences particulières, mais je crois que c'est une prise de conscience assez salutaire aussi de se dire que on est dans un environnement, on participe d'une nature, d'un environnement, et que on n'est pas extérieur à elle, parce que c'est vrai que certains travaux d'historiens ont montré que certaines conceptions, le fait d'avoir une conception où l'homme, entre guillemets, là encore ça veut pas dire grand chose, mais où certaines sociétés notamment industriels, se sont construits avec l'idée que la nature est une ressource inépuisable et où on va puiser dedans et l'exploiter.
bon, c'est vrai c'est une conception dont on voit les limites aujourd'hui, évidemment. Donc, je dirais que moi, je trouve assez salutaire finalement de se dire que, certes, définir ce qui est naturel apparaît éminemment complexe, mais au final, se dire que prendre conscience, savoir qu'on est dans un environnement, dans la nature, et qu'on n'est pas coupé de lui, et qu'on participe de lui, et que cet environnement participe également de nos sociétés, et que du coup, des savants, des géographes ou d'autres scientifiques, ou voilà, l'ont analysé, l'ont montré. Je trouve que c'est aussi un aspect intéressant et salutaire de s'en rendre compte et de montrer que c'est une réflexion qui n'émerge pas que depuis 10 ou 15 ans et qui a une longue histoire. Là encore, bon, je l'ai dit plusieurs fois, mais voilà, moi je trouve ça plutôt intéressant, plutôt sain, plutôt salutaire d'avoir cette réflexion-là finalement. Ouais, alors c'est effectivement, voilà, c'est une réponse optimiste. Je comprends ta question. Je te conseille de lire un bouquin que j'ai lu cet été qui était vraiment génial là-dessus. C'est un bouquin de Romain Bertrand, tu le connais peut-être. Oui. De l'art perdu de la description de la nature, ou un truc comme ça. Je l'ai lu, oui, je le connais, le livre, oui. Oui, et justement, ça va te montrer qu'en fait, il y a plein de scientifiques, d'artistes, etc., qui se sont posés exactement la même question que toi, depuis au moins le 18e. Donc, effectivement, qui se sont posés la question, mais face à tout ça, déjà, rien que je pourrais écrire des volumes et des volumes juste sur l'aile de ce papillon. Alors, quand je me retrouve face à la complexité du monde, comment je vais faire ? Bon, c'est une question qui se pose depuis très longtemps. Mais effectivement, je trouve que la réponse de Dylan est intéressante, un peu optimiste aussi, de dire finalement, c'est un beau challenge. Donc, à vous de trouver les écritures de tout ça, les manières de le mettre en récit. Parce qu'il y en a plein, en fait, moi, je pense, de décrire ça. Et ce bouquin le montre aussi, qu'il y a de l'inventivité pour réussir à décrire tout ça. Ah oui, moi j'ai lu le livre de Romain Bertrand et c'est vrai que se rendre compte de l'art de la description de naturalisme, par exemple, c'est quelque chose d'incroyable que moi je connaissais pas en détail pour certaines choses, mais qu'on retrouve chez Sor, par exemple. Alors je l'ai pas développé, mais on a dans ses archives des dessins de fleurs, qu'il a fait dans des cours de botanique, où on apprenait à dessiner une fleur dans des détails incroyables. Et c'est vrai que c'est des choses, sans doute qu'on a perdues aujourd'hui, mais on a des descriptions quand on regarde au 19e siècle sur les botanistes, que ça soit Darwin, Wallace ou d'autres, une capacité descriptive du monde vivant assez incroyable. Et c'est vrai que il y a beaucoup de modalités justement d'accès à ce qu'on appelle la nature, beaucoup de modalités descriptives, d'observation, qu'il faut mettre en œuvre et qu'on peut aussi avoir en tête. Je ne sais pas si j'ai... Non, mais parfait, personne. Merci beaucoup. Il est 20h. Je pense que, à part s'il y a une autre question, moi j'en aurais des dizaines d'autres. Mais bon, on va s'arrêter là. Il est 20h02. Merci beaucoup, Dylan. Si tu peux rester 2 minutes, le temps que le cours dise au moins un tout petit peu au revoir. Merci à tous. Merci. Comment, excuse-moi? Merci d'avoir été présent un vendredi soir. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour avoir été si attentifs pendant cette semaine-là. Je sais que ça devait être fatigant pour vous, que ça devait être un peu éprouvant. Moi-même, je suis vraiment fatigué. Donc, je me dis, ça doit être pareil pour vous. Merci à tous. Merci, Dylan, d'avoir conclu ce cycle de conférences. Et puis, bon week-end à tous.